Dans cette vidéo, on va refactoriser des projets Angular pour les simplifier et améliorer leur qualité. Je te présente le fruit de 3 mois de travail, de conception et d'écriture et le condensé en fait de 8 ans d'expérience en tant que lead développeur Angular. Parce qu'il faut savoir que moi, j'interviens sur des projets Angular depuis beaucoup d'années en tant que lead dev. Et quand j'arrive sur un projet, le but c'est de refactoriser et d'améliorer tout ça pour que l'équipe soit plus productive et qu'on ait un projet de meilleure qualité. Et tout ça, tout ce condensé d'expérience, je te l'ai mis dans un e-book qui s'appelle Refactoring Angular. Et tu vas voir que dans cette vidéo, à chaque fois qu'on va refactoriser quelque chose, je vais faire un petit lien avec justement Refactoring Angular et tous les conseils qu'il y a à l'intérieur qui te permettent de simplifier tes projets facilement. Donc je te conseille de rester jusqu'au bout parce que tu vas avoir plein de petites astuces pour améliorer tes projets. Allez, c'est parti. Allez, premier projet, on va ouvrir le dossier app. Et tout de suite, on voit une structure de dossier ici qui est faite par type. Donc c'est très bien, c'est une des deux structures de dossier que je te recommande dans Refactoring Angular dans le chapitre structure de dossier justement. Donc ça, c'est la structure la plus simple que tu peux mettre en place. Elle est vraiment godlike. Moi, je la conseille à tous les débutants et même à tout le monde de base. Et on va essayer de naviguer un peu là-dedans. On va aller ouvrir par exemple un service. Alors déjà, on voit que le mec il code en français. Franchement, on s'en fiche un peu, mais quand tu codes en anglais, ça va être beaucoup plus simple souvent de gérer tout ce qui est singulier, pluriel, pour le nom de tes variables et même pour le nommage de un peu tout. Tu vas voir que c'est plus simple en anglais. Bon là, on va ouvrir par exemple le passager service. Donc, première chose que je vais faire ici en arrivant, c'est indenter le code parce que là, tu vois que les accolades, on ne comprend pas trop ce qui se passe. On a des espaces un peu inutiles à des endroits. Ensuite, on voit le premier problème, c'est sa manière d'injecter les dépendances dans son service. En effet, il y a deux manières d'injecter les dépendances, le constructeur ou le mot-clé inject. Et le problème du constructeur, c'est que c'est pas très explicite pour les développeurs. Là, on ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas qu'il y a une injection ici de dépendance. En fait, il y en a bien une. Il faut savoir que le constructeur, tu ne peux pas l'utiliser, cette manière d'injecter, en fait, tu ne peux pas l'utiliser partout. Parce que des fois, tu vas coder des functional guard et du coup, tu ne peux pas utiliser le constructeur. Donc le but, c'est d'avoir un code qui est explicite et qui est uniforme. Donc là, le mieux, ça va être d'utiliser vraiment la méthode inject. Ça, je t'en parle dans le chapitre inject versus constructeur. Ensuite, un deuxième problème, c'est le typage avec any. Ça, c'est quelque chose que je te déconseille fortement. J'en parle dans le chapitre justement sur le fait de tout typer en TypeScript quand tu es sur des projets Angular. Alors pourquoi il a typé en any ici? Parce qu'en fait, il a un objet avec un attribut ici result. Mais du coup, ça fait que là, il se tape quelque chose en any. Et en fait, là, il type le any, juste là. Mais en fait, ce qu'il faut ici, c'est donner directement le bon type. Donc là, par exemple, un tableau de result avec les passagers. Et comme ça, ensuite, ici, il n'a pas besoin de faire ça. Parce qu'automatiquement, ce sera bien typé. Ok, maintenant, on va aller voir les composants. Donc là, si je déplie la liste, on va voir qu'on a quand même des petits problèmes de nommage, je trouve, qui ne sont pas assez clairs. Alors déjà, il y a un truc qui est chiant, tu vois, c'est que quand tu écris en français, tu as liste passager, qui est écrit comme ça, au lieu que ce soit en anglais et ce soit passager-list, passenger-list. Et en fait, ça te permet de mieux nommer normalement tes éléments. Je te donne un exemple. Si ici, c'était nommé passenger, je ne sais même pas si c'est comme ça en anglais, mais passenger list et ici passenger, tu vois que au moins ça regroupe en fait les éléments qui sont similaires. Là, par exemple, passager, moi je trouve ça un peu nul comme nom. C'est pas assez explicite en fait. On a l'impression que c'est un objet, le truc, c'est un objet genre un modèle TypeScript. Et ça, donc je t'en parle vraiment dans le chapitre pour nommer explicitement ces composants Angular, parce que là en fait on comprend pas ce qui se passe. Là, pour moi, si passager c'était une card, on l'aurait appelé card. Sinon, on peut l'appeler item ou, encore plus explicite, list item. Parce que là, en fait, on peut se dire, est-ce que c'est le détail d'un passager? Sauf que là, non, c'est pas le détail. Je suis allé voir dans le code, c'est pas le détail. Donc, c'est bien un item de la liste. Là, pour moi, il faut le nommer comme ça. Donc, tu as passenger list et passenger list item. C'est beaucoup plus clair. On pourrait aussi faire la même chose pour liste vol et vol. Bon, bref, si je vais voir ici le passenger list, on va voir ce que ça donne. Donc déjà, lui, il faut savoir que là, on est sur un projet en Angular 20 et il continue à utiliser les ngIf, ngForce. Il faut savoir qu'il ne faut plus l'utiliser parce que ça va disparaître et tu as vraiment une meilleure développeur expérience quand tu utilises le nouveau control flow. Là, je t'en parle dans le chapitre nouveau control flow. On va aller voir maintenant la partie TypeScript. Et là, la première chose que je vois, c'est que l'ordre, en fait, il est un peu fouillis. Tu as un input ici, un ngChange ici, un output ici. En fait, on ne comprend pas trop s'il y a un ordre ou pas. Donc là, en fait, moi, ce que je te recommande, c'est de bien ordonner tes éléments d'une certaine manière. Moi, je te conseille de mettre les input-output au début, parce qu'en fait, c'est ce qui vient de l'extérieur ou ce que tu envoies à l'extérieur. Pareil, évidemment, il faut bien ordonner tout ça. Tu peux faire ça comme ça. Ensuite, ici, on a le constructeur. Pareil, ça, on va éviter. Et du coup, on va injecter ici en haut du composant notre service. Et du coup, en fait, on a une phase, déjà, on a quelque chose qui est beaucoup plus logique ici. Parce qu'on a ce qui rentre dans le composant,
que ce soit via l'injection de dépendance, que ce soit via les inputs ou ce qui sort du composant. Ensuite, ce qui est utilisé dans le composant, ce qui correspond à l'initialisation du composant. Et ici, on a quelque chose qui correspond à la fonction primaire de ce composant, j'ai l'impression, qui permet d'envoyer des photos. Donc le but, c'est d'avoir un ordre de méthodes et d'attributs qui est logique en termes de lecture. Et je t'en parle justement dans le chapitre « Ordonner ces méthodes et ces attributs ». Enfin, ici, au niveau des inputs, on a une incohérence. En effet, il dit que l'input, il le déclare comme optionnel parce qu'il n'y a pas le required. Mais ici, il déclare avec le point d'exclamation en TypeScript que la valeur, elle n'est jamais undefined. Donc en fait, il faut savoir qu'est-ce qu'on a. Est-ce qu'on a un input qui est vraiment required ou est-ce qu'on a quelque chose qui est optionnel? S'il était required, ici, il faudrait mettre required aussi comme ça. Là, tu le types comme ceci, tu dis à TypeScript, t'inquiète pas, je suis sûr en fait et certain que je vais avoir une valeur dedans. Et du coup, ça fait que là, dans son ngChange, il peut enlever son if parce qu'en fait, il est sûr d'avoir une valeur. Par contre, s'il n'était pas sûr d'avoir une valeur, alors là, il ne faut surtout pas effectivement mettre le required, mais il ne faut surtout pas mettre ici le point d'exclamation. Donc là, il faut utiliser un point d'interrogation qui veut dire en fait que ça, c'est potentiellement undefined, ce vol. Et là, du coup, effectivement, il faut faire cette vérification. Parce que là, si tu ne la fais pas, et bien en fait, TypeScript, il te râle et te dit, attends, peut-être que vol, il est undefined. Donc en fait, il faut avoir toujours cette cohérence entre la déclaration de l'input et son typage. Ça, pareil, il y a un chapitre là-dessus dans Refactoring Angular. On passe sur un autre projet et tu vas voir, il y a des choses qui sont très intéressantes là-dedans. Donc on va dans le dossier app. Ici, on a une structure par type, pourquoi pas. On voit qu'on n'a pas les suffixes sur les éléments d'ailleurs. Tu vois, on n'a pas product-api.service. Il faut savoir que c'est une des nouvelles conventions que Angular propose en Angular 20. C'est un peu spécial, mais bon, pourquoi pas. Là, on a donc structure par type. Lui, il a nommé ça page. Bon, moi, j'aurais nommé ça component parce que page, c'est un peu tricky, je trouve, d'utiliser ça. Mais bon, ça, franchement, c'est vraiment un détail. On s'en fiche. Par contre, ici, il y a un problème de nommage. Est-ce que tu vois, c'est quoi le problème? Alors déjà, il a très bien nommé product détail, product list, product new. En vrai, tu vois, il y a un préfixe product qui est très clair. Par contre, product new, c'est pas explicite du tout. Tu sais pas ce que c'est product new. Tu sais pas si c'est un nouveau produit ou... bon, tu peux imaginer que c'est sûrement un formulaire de création. Mais du coup, comment tu nommes un formulaire de création? Tu la nommes create form, comme ça. Parce que new, en fait, on comprend pas ce que c'est. Allez, on va ouvrir la partie HTML. Et là, on voit qu'il a des name control. Et ce qui est bizarre, c'est qu'ici, il utilise le point d'interrogation en TypeScript pour dire que celui-là, il est peut-être undefinable. Et en fait, c'est dommage parce que son contrôle, ça m'étonne qu'il soit undefinable. Donc, on va aller voir comment il est fait. Donc là, si je vais dans la partie TypeScript et qu'on analyse un peu, on voit déjà qu'il injecte très bien ses éléments. Tout est bien ordonné, c'est super. Et son product form est très bien déclaré. Il faut savoir qu'il est très bien déclaré. Pourquoi? Parce qu'il est déclaré et il est assigné sur la même ligne. Ça fait qu'il profite de l'inférence de type. Ça veut dire qu'ici, son product form, il est bien typé. Tu vois, name, price, description qui correspond ici à ses formes contrôle. Bon, ça, c'est super. Je t'en parle dans le chapitre typer facilement ces formulaires. Et en plus, il les déclare en non nullable. Donc ça, c'est super parce qu'en fait, la plupart du temps, on ne gère pas les valeurs nulles dans un formulaire. Ici, il pourrait par contre utiliser un get raw value. Ce serait plus explicite plutôt que son point value pour avoir vraiment un objet de type product exactement comme ça. Le fait d'utiliser non nullable et le get raw value, je t'en parle justement dans un autre chapitre, et bien encore une fois, pour bien gérer tes valeurs de tes formulaires. Mais du coup, elle est où l'erreur? Et bien en fait, ce qui est dommage, c'est qu'il utilise le point get comme ceci. Et en fait, le point get comme ça pour accéder à un form control de ton formulaire, et bien en fait, il est pertinent, enfin il est utilisé normalement quand tu n'as pas de typage. C'est-à-dire que si tu casses ton typage et que tu le nommes form group comme ça, et bien là, du coup, tu vas pouvoir récupérer des formes contrôle. Mais là, le truc, c'est que lui, il a un super typage. En fait, là, il ne faut pas qu'il utilise ça. Parce que sinon, ça renvoie, tu vas voir que là, ça renvoie un abstract control ou nul. Sauf que là, lui, il peut utiliser directement control.name, comme ceci. Et ici, pareil, control.price. Et ça fait que côté HTML, il n'a pas besoin d'ajouter ces points d'exclamation partout. Et donc c'est comme ça en fait que tu déclares bien un formulaire et que tu utilises ces éléments, ces formes contrôle comme ça, que tu y accèdes avec control.le form control. Allez, un nouveau projet, on ouvre le app comme d'habitude. Et là, on voit un petit problème au niveau de la structure de dossier. On voit que c'est une structure par type parce qu'on a guard, modèle, service. Mais ici, on a directive. On ne sait pas pourquoi il n'y a pas de S. Il faudrait un S ici à directive parce que c'est pour mettre toutes les directives. Et ici, il y a un dossier UI avec layout et component. Alors là, pour moi, c'est juste une mauvaise implémentation du par type. Parce qu'en fait, les layouts, c'est quoi? C'est des composants. En fait, pour moi, la layout, ça va dans composant. Et en fait, UI, pour moi, ça veut rien dire. Dans un truc par type, ça veut rien dire. Donc pour moi, je mets ici les components au niveau de la racine. Et je supprime le dossier UI. Et en fait, c'est comme ça qu'on va faire.
Et en fait, c'est OK, tu vois, ici d'avoir un sous-dossier layout. C'est cool. Alors là, c'est bizarre, il a aussi un... Enfin, si tu regardes un peu, il a un truc genre About Components. Mais en fait, autant mettre ici directement le About ici. Du coup, on peut supprimer ce dossier. Là, ici, il a un groupement aussi Home Components. En fait, c'est OK, tu vois, d'avoir des sous-dossiers à cet endroit-là. Mais en fait, c'est un peu mal fait, tu vois. C'est un peu mal fait. Là, je t'en parle un peu plus dans Refactor Angular pour bien le faire. Voilà, il y a ça. Et par contre, il y a un truc qui est très bien ici. Ici, c'est le Custom Theme. En fait, il faut savoir qu'il utilise Material. Et en fait, ici, il customise le thème de Material, mais de la bonne manière. En fait, il utilise ici les outils de theming de Material. Et en fait, il faut savoir que quand tu utilises une librairie de composants génériques, ce que je te recommande de faire dans tes projets Angular, à part si tu t'entraînes à coder tes propres boutons ou tout ça, mais normalement, tu es censé utiliser une librairie de composants. Pareil, j'ai un chapitre là-dessus où je te dis que c'est standard d'utiliser une librairie de composants. Et en fait, il faut savoir que j'ai aussi un chapitre dans Refactor Angular sur comment bien customiser une librairie. Et en fait, ce qu'il faut éviter de faire quand tu utilises une librairie, c'est de la customiser en faisant des surcharges CSS. Ce qu'il faut, c'est utiliser quasiment 100% du temps, si possible, uniquement les outils de theming que te fournit la librairie. Donc par exemple, Material, c'est comme ça, mais PrimNG fournit aussi des outils de theming. Et ça évite que si tu as une montée de version de PrimNG ou de Material, ça évite que toutes tes surcharges CSS elles soient cassées. Donc ça, c'est très bien. Allez, on passe au dernier projet. On ouvre le app et encore une fois, on voit une structure de dossier qui a des problèmes en fait, parce que là, le mec a essayé de faire tout à la fois. Il a essayé de découper en features. En fait, on a host ici, on a une partie feature. On a task, c'est des features aussi. Mais à côté, on a pipe qui est à ce niveau-là. On ne sait pas pourquoi. On a shared en fait qui est pour les deux features, ça c'est OK. Et on a core et common. En fait, je ne comprends pas trop pourquoi il a un truc common ici. En fait, on dit qu'il veut faire les deux choses en même temps. C'est-à-dire à la fois faire du type, à la fois faire du feature. Là, pour moi, ça devrait être nommé donc feature. Un dossier feature, tu mets tes features dans le dossier feature, comme ça c'est ultra explicite. Tu vois, vraiment, il faut rester explicite. Comme ça, au moins, tu n'as pas core et host qui sont présents au même niveau. Parce que soit c'est un truc qui est core, soit ça fait partie des features. Et là, sa pipe, il devrait la mettre dans les shared ici. Si elle est utilisée à cet endroit-là. Si elle est utilisée qu'à un seul endroit, ça pourrait être directement dans une feature. Et là, le common, je t'avoue que je ne comprends pas trop. C'est quoi le but? J'ai l'impression que c'est tous ces modèles. Mais pour moi, les modèles, en fait, si tu fonctionnes en feature, c'est soit tu les mets dans shared, soit tu les mets justement dans les features. Alors, du coup, d'ailleurs, le shared ici, je crois qu'il se met dans feature plutôt. Parce qu'en fait, là, voilà, on est quelque chose qui est shared dans la feature. Et là, ensuite, on aurait comme ça, on aurait quelque chose, pardon, je vais y arriver, comme ça. Donc, en fait, en gros, si on le met dans shared, voilà, on aura une structure qui serait comme ça, qui serait déjà beaucoup plus clean. Tu as core et feature, aussi simple que ça. Et dedans, tu as deux features, tu as host et task. Tu vois, déjà, on s'améliore là-dessus, donc c'est pas mal. Et là, par contre, on voit qu'il y a un truc, c'est qu'il utilise encore les modules. Donc là, on a le app routing module, on a le app module. Et il faut savoir que les modules, c'est quelque chose qu'on ne peut plus utiliser maintenant. Pourquoi? Dans Refactor Angular, moi, je t'explique un principe que j'utilise dans mes projets pour simplifier les projets. C'est le fait de réduire le nombre de concepts qu'on utilise dans nos projets Angular. Le concept de module, c'est un concept qui est difficile à prendre en main quand on est débutant. Et même quand on est intermédiaire, c'est chiant, tu vois. Parce qu'en fait, il faut les maintenir, tout ça. Il faut que ce soit toujours cohérent, en fait, de manière technique et fonctionnelle. Et en fait, il faut savoir que maintenant, on peut se débarrasser des modules, on peut juste utiliser les standalone components et c'est beaucoup plus facile à utiliser. Donc là, le mec, il devrait dégager les modules et utiliser les standalone components. Bon, pareil, j'ai un chapitre là-dessus où je te dis de passer aux standalone components. Et autre chose, ce qu'il fait, c'est que, en fait, dans ses features, ici, tu vois, il a des modules. Et en fait, il les load de ces modules. Donc là, si je vais dans le app routing, ici, tu vois, il les load les modules. Et on se demande même si il n'a pas créé des modules exprès pour les lazy loader. Et ça, attention, ça c'est un petit avis controversé. Mais pareil, dans Refactor Angular, je te dis, il y a des choses qui sont controversées, mais moi c'est ce que je te conseille. C'est que là, il a mis du lazy loading. Moi, je te dis, on s'en branle du lazy loading pour une application aussi petite. Mais même des très grosses applications, le lazy loading, je te dis, c'est quelque chose qui augmente les performances, mais très 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 peu, voire la plupart du temps, c'est insignifiant. Donc, te prends pas la tête. Moi, je te dis, ne mets pas de lazy loading de base dans tes applications. Et c'est seulement quand tu as un problème de performance, un jour, si tu l'as, que tu mets en place le lazy loading et que tu regardes qu'il est bien dû au lazy loading. Parce qu'il y a énormément de manières d'augmenter les performances qui n'ont rien à voir avec le lazy loading. Pareil, j'ai un chapitre où je te dis, évite de mettre en place le lazy loading.
Voilà pour cette vidéo, tu l'as vu dans les projets, il y a toujours des choses à améliorer et tu vois que les réfactos que je te présente, les bonnes pratiques que je te présente, eh bien elles sont simples en fait à mettre en place. Mais il faut savoir que c'est l'accumulation de toutes ces bonnes pratiques qui fait qu'à la fin tu as un projet de qualité et ultra simple où tous les développeurs kiffent travailler dessus. Et donc je te le dis, Refactory Angular, c'est pas un livre ou un e-book comme les autres, c'est vraiment un guide visuel avec des chapitres actionable, c'est-à-dire que tu peux implémenter très facilement sur ton projet et t'as pas à changer totalement ta façon de coder. Là mec, je te parle pas de masturbation intellectuelle, je te parle de simplifier tes projets de manière simple. Donc ça va à l'encontre de ce que te proposent les experts Angular sur LinkedIn qui aiment tout optimiser, tout ça, qui eux vont te proposer de changer totalement ta manière de coder, de changer totalement tes projets. Non, c'est pas le cas. Applique RA, tu verras que c'est très facile à appliquer et tu verras qu'il y aura vraiment un avant-après. Toute ton équipe de développeurs, ton équipe avec qui tu travailles, elle va vraiment t'adorer pour ça parce que tu auras simplifié le projet, tu auras rendu le développement plus agréable et ton patron il sera content parce que tu auras augmenté la productivité de tout le monde. Et du coup, là pour ton équipe, mais si tu es sur des projets perso, c'est pareil. Je te conseille vraiment Refactory Angular, va y jeter un œil. Allez, dis-moi en commentaire si tu as apprécié cette vidéo, les petites refactos, les code reviews comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Et voilà, moi je te dis à la prochaine vidéo, donc abonne-toi justement pour pas louper la prochaine. Allez, salut, ciao!